Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va faire notre sujet C1. L'homme est-il naturellement bon ou mauvais? Majoritairement, on va faire que des sujets C1, je pense, par rapport à la philosophie, pour les 10 prochaines séances ou quelque chose comme ça. Alors, depuis l'Antiquité, la question de la nature humaine occupe une place centrale dans la réflexion philosophique, morale et politique. Se demander si l'homme est naturellement bon ou mauvais revient à s'interroger sur l'origine de ses comportements, de ses valeurs, de ses actes et de ses actes. Cette problématique a traversé les siècles et opposé de nombreux penseurs, certains affirmant que l'être humain naît fondamentalement bon, tandis que d'autres considèrent au contraire qu'il est naturellement égoïste, violent ou destructeur. Entre ces deux visions opposées, la réalité semble plus complexe et nuancée, mêlant dispositions naturelles, influence sociale et responsabilité individuelle. D'un côté, plusieurs philosophes défendent l'idée que l'homme est naturellement bon. Jean-Jacques Rousseau est sans doute l'un des représentants les plus célèbres de cette pensée. Selon lui, l'homme à l'état de nature ou à l'état naturel est animé par des sentiments simples et positifs, comme la compassion et l'amour de soi, qui ne conduisent pas à la violence. Pour Rousseau, ce n'est pas la nature humaine qui est mauvaise, mais la société qui corrompt l'individu. Les inégalités sociales, la propriété privée, la recherche du pouvoir et la reconnaissance sociale engendreraient de la jalousie, rivalité et domination. Ainsi, l'homme naîtrait bon, mais serait progressivement déformé par un environnement social injuste et compétitif. Cette vision trouve un écho dans certaines observations de la vie quotidienne. Les jeunes enfants, par exemple, manifestent souvent une forme de spontanéité, de sincérité et de solidarité naturelle. Ils peuvent aider les autres sans calcul, partager sans attendre de récompense et exprimer des émotions authentiques. Ces comportements suggèrent que la bonté pourrait être une disposition innée, présente avant l'apprentissage des règles sociales et des stratégies de pouvoir. De plus, dans des situations de crise, comme les catastrophes naturelles, on observe fréquemment des élans de solidarité et d'entraide spontanée, qui semblent confirmer l'existence d'une inclination naturelle à la coopération. Cependant, une autre tradition philosophique affirme que l'homme est naturellement mauvais, ou du moins profondément égoïste. Thomas Hobbes, philosophe anglais du XVIIe siècle, décrit l'état de nature comme une situation de conflit permanent où chacun cherche à satisfaire ses propres intérêts au détriment des autres. Selon lui, sans loi ni institution pour réguler les comportements, la vie humaine serait solitaire, pauvre, brutale et courte. Dans cette perspective, l'homme serait animé par des instincts de survie, de domination et de peur, qui le poussent à la violence. La société et les lois ne serviraient alors pas à corrompre l'homme, mais au contraire à contenir sa brutalité naturelle. Cette vision pessimiste de la nature humaine semble également confirmée par l'histoire. Les guerres, les génocides
les crimes et les injustices montrent que l'homme est capable d'une grande cruauté. Même dans des sociétés organisées et civilisées, la violence persiste sous différentes formes. L'exploitation économique, discrimination, oppression politique ou destruction de l'environnement. Ces réalités amènent certains à penser que le mal fait partie intégrante de la nature humaine et qu'il ne peut être totalement éliminé, seulement contrôlé. Face à ces deux positions opposées, il est possible d'adopter une approche plus nuancée. Plutôt que de considérer l'homme comme naturellement bon ou mauvais, on peut envisager qu'il possède en lui des dispositions contradictoires. L'être humain serait capable à la fois d'empathie et de cruauté, de générosité et d'égoïsme. Ces tendances coexisteraient dès la naissance et s'exprimeraient différemment selon le contexte, l'éducation et les expériences vécues. La psychologie moderne soutient en partie cette idée, en montrant que les comportements humains résultent d'une interaction complexe entre facteurs biologiques, environnementaux et culturels. L'éducation joue à cet égard un rôle fondamental. Elle permet de développer certaines qualités morales comme le respect, la tolérance et la responsabilité, tout en limitant les comportements nuisibles. Un individu élevé dans un environnement marqué par la violence, l'injustice ou le manque d'affection aura davantage de difficultés à développer des comportements altruistes. À l'inverse, une éducation fondée sur le dialogue, l'exemple et la transmission de valeurs éthiques peut favoriser l'émergence de la bonté. Cela suggère que la nature humaine n'est pas figée mais malléable. La société influence également profondément les comportements individuels. Les normes sociales, les lois et les institutions encadrent les actions humaines et orientent des choix moraux. Dans une société qui valorise la compétition à outrance, la réussite individuelle et la domination, les comportements égoïstes sont souvent encouragés. En revanche, dans une société qui met l'accent sur la solidarité, la justice sociale et la coopération, les individus sont plus enclins à agir de manière bienveillante. Ainsi, le bien et le mal ne relèvent pas uniquement de la nature humaine, mais aussi des structures sociales dans lesquelles l'homme évolue. Il est également important de souligner la responsabilité individuelle. Même si l'homme est influencé par sa nature et par son environnement, il conserve une capacité de réflexion et de choix. Cette liberté implique une responsabilité morale. Chaque individu peut décider de résister à ses pulsions négatives et de cultiver des valeurs positives. Le fait que des personnes choisissent d'agir avec courage, compassion et intégrité, parfois au prix de grands sacrifices, montre que l'homme n'est pas condamné à suivre ses instincts les plus sombres. En définitive, la question de savoir si l'homme est naturellement bon ou mauvais ne peut recevoir une réponse simple et définitive. L'homme semble plutôt être un être ambivalent, capable du meilleur comme du pire. Sa nature contient des potentialités. Sa nature contient divers... Bon, potentialités, je suis pas sûr, hein, qui peuvent s'orienter vers la bonté ou vers la violence selon les circonstances. L'éducation, la société et la conscience individuelle jouent alors un rôle déterminant dans l'orientation de son potentiel. Ainsi,
Plutôt que de chercher à déterminer si l'homme est bon ou mauvais par nature, il est sans doute plus pertinent de s'interroger sur les conditions qui permettent à la bonté de s'exprimer. Comprendre la complexité de la nature humaine invite à promouvoir des sociétés plus justes, des systèmes éducatifs plus humains et une réflexion morale constante. L'homme n'est peut-être ni naturellement bon, ni irrémédiablement mauvais, mais profondément responsable de ses... Alors, les avancées scientifiques en neurosciences peuvent-elles déterminer l'origine morale des comportements humains? Oui, oui, bien sûr, parce que tout dépend de notre cerveau, n'est-ce pas? S'il y a quelque chose avec, s'il y a une zone, il y a sûrement une zone du cerveau qui est responsable des comportements, voilà. Le libre arbitre existe-t-il réellement si nos comportements sont influencés par la biologie et la société? Le libre arbitre existe-t-il réellement si nos comportements sont influencés par la biologie et la société? Alors j'ai envie de dire non, parce que il faut pas oublier, il y a la biologie, la société, l'inconscient, les émotions non digérées. On est un espèce de tas d'émotions qui subsistent par la force de la volonté, n'est-ce pas? J'ai envie de dire non. Après, vous allez me dire, si j'ai envie demain de me réveiller, de commencer à faire du Muay Thai, je vais pouvoir le faire. J'ai envie de dire peut-être, et pas la majorité des gens. Donc, le libre arbitre, pas vraiment. Personnellement, je pense pas. En tout cas, on reste dans une espèce de, c'est plus de sphère d'influence. Par exemple, quelqu'un qui joue aux jeux vidéo, qui n'est pas intéressé par le MMA, etc. Du jour au lendemain, il va pas se dire, oui, moi j'ai envie de faire du Muay Thai. Ou oui, moi j'ai envie de devenir pilote de Formule 1. Voilà. C'est parce que dans le passé, il a eu une expérience avec la Formule 1, ou qu'il regarde, ou qu'il est passionné par ça, etc. Je parle dans la majorité des cas, hein, que dans la majorité des cas, il va partir et il va devenir pilote de Formule 1. Donc on reste dans une espèce de sphère et on est influencé par ça. Là, les sociétés modernes favorisent-elles davantage l'expression du bien ou du mal chez l'individu? Alors, moi je pense directement que l'individu est mauvais. Je vais pas essayer de dire oui, mais l'être humain est bon, regarde les bébés, les nourrissons, quand tu leur donnes un peu... je sais pas si vous avez vu le challenge sur TikTok, enfin il y a un bébé et ensuite ses parents ils disent oui on n'a pas de nourriture, genre ils montrent deux assiettes, donc il y a trois assiettes, l'assiette du père, du bébé et de la mère. Ensuite le bébé il a trois cookies on va dire, et le bébé qu'est-ce qu'il fait, il prend deux cookies, il donne un au père et un à la mère et il mange le sien, donc il partage. Voilà. Moi, je crois pas à ça, hein. Peut-être quand il est enfant parce qu'il comprend pas les choses, mais à partir du moment où on a une réflexion, on va pas être gentil. Hein, il faut arrêter de dire oui, l'être humain est bon, je sais pas quoi, mais non. Hein. L'être humain, il maximise son bien-être. Point. Après, je pense que la société moderne est majoritairement c'est le savoir, parce que il y a quelque chose qui peut changer l'être humain profondément, intérieurement, et ça va être le savoir. Plus un être humain va réfléchir et va développer sa conscience, sa réflexion, et plus je pense il sera bon. Pas dans le sens où il va donner des choses les choses qui lui appartiennent, mais dans le sens où il va comprendre sa place dans le monde, et au lieu de chercher à faire du mal, ou mais c'est pas pour autant qu'il ne le fera pas, mais au lieu de chercher à faire du mal, il va chercher à trouver une espèce d'équilibre dans ses relations avec les autres, où il donnera un peu de ce qu'il gagnera.
Voilà, je pense que... Parce que si on réfléchit bien, euh, l'être humain pour moi, est comme un animal sauvage, est un animal violent, brutal. Et à travers nos relations sociales, on apprend à... C'est pour ça, par exemple, aller n'importe où il y a une culture, on va dire, où il y a une culture de respect, avec beaucoup de respect, etc. Et manquer de respect à quelqu'un, ça va vite mal se passer. Donc, voilà. Je pense que on est tous un peu sauvages, on est tous un peu méchants, mais avec la société, on apprend à contrôler tout ça, à gérer tout ça. Après, il y a ceux qui apprennent ça pour le mieux, et il y a ceux qui apprennent ça, genre, ils prennent toutes les ressources, et voilà. Alors, les sociétés, ok, donc oui, les sociétés modernes favorisent pour moi l'expression du bien. Euh, la notion du bien et de bien et de mal est-elle universelle ou dépend-elle des cultures et des époques? Alors, c'est très simple, elle est universelle. Tout du moins, la vraie notion. La notion, par exemple, si je fais souffrir quelqu'un, je sais que c'est pas bien naturellement. On va pas me dire que oui, j'ai torturé quelqu'un, mais parce que je savais pas. Excuse-moi, mais voilà, hein, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Euh, je pense que vraiment, il faut, il faut, euh, il faut se dire que les gens ils savent beaucoup plus que ce que l'on pense. Et dans le pire des cas, je préfère surestimer mes ennemis que de les sous-estimer. Voilà, il faut se dire que les gens savent ce qui est vraiment bien, ce qui est vraiment juste au fond. Bon, après, dans des cas précis, par exemple, à qui appartiennent les ressources communes, à, à qui appartiennent les ressources communes, euh, à comment gérer la pauvreté dans le monde, etc. Là, c'est des questions un peu trop poussées. Il faut vraiment y réfléchir et ça dépend de la culture des individus. Parce qu'il y aura certaines cultures où l'individu va être poussé à l'indépendance très tôt. Et il y aura d'autres cultures où c'est normal de vraiment aider l'individu, etc. Alors, quoi d'autre? Peut-on juger moralement un individu sans prendre en compte son histoire personnelle? Oui, oui. Et je vous invite personnellement à juger les gens. Je sais que c'est pas logique. Enfin, certaines personnes me diront que c'est pas logique, mais euh, le but de l'être humain, le but de toute entité au début, c'est de se protéger. C'est pas d'être gentil ou de ne pas juger ou je sais pas quoi. Une fois, si jamais vous êtes milliardaire, hein, et que vous avez de l'expérience, à force de juger, vous développez une certaine expérience. Et je vous incite aussi à toujours faire confiance à votre instinct parce que je suis désolé, mais il faut juger. Euh, si tu rencontres une personne qui a l'air méchante ou que ton instinct te dit cette personne est méchante, il faut faire attention à son instinct. Après, bien évidemment, il faut pas sombrer dans la peur, je pense, et il faut pas se dire oui, elle est méchante, je sais pas quoi, ça va mal se passer et je sais pas quoi. Voilà, il faut être tranquille, il faut être mature, responsable, et voilà. Mais avant tout, il faut se protéger. C'est ça le but de toute entité en principe. Alors, la peur est-elle un moteur plus puissant que la bienveillance dans les comportements humains? Oui. Ah, moi, je suis direct. Oui, il n'y a pas de souci. La peur est un comportement très puissant. Et ceux qui me disent, oui, la bienveillance, c'est aussi un comportement. Regarde, il y a des gens qui se sacrifient pour aider d'autres. Regarde les pompiers ou les soldats ou je sais pas quoi. J'ai envie de dire,
on parle d'abord de la majorité, et aussi, c'est pas pour autant qu'ils ont réussi à dépasser leur peur. Parce que s'ils étaient restés dans leur peur, il n'y aurait pas eu de bienveillance. Hein. Donc voilà, je pense que la peur est beaucoup plus puissante. Après, si on réussit à travers la discipline, à travers la réflexion, etc., à dépasser cette peur, on peut vraiment parler de bienveillance. Les progrès technologiques modifient-ils la nature morale de l'être humain? Oui, oui. Pourquoi? Parce que on comprend que à travers les progrès, on touche un peu au tabou. Par exemple, avant, euh, ouvrir quelqu'un, dissecter quelqu'un, c'était interdit, c'était de la folie, c'était interdit par les religions, c'était mal vu par les gens. Donc voilà. Je pense que le progrès, oui, influence l'état moral de l'être humain d'une bonne façon, je pense. Parce que si maintenant on remarque que finalement ces codes moraux sont mauvais pour nous, ou tout du moins la majorité d'entre eux sont mauvais, eh bien il faut savoir comment gérer les choses et comment gérer notre vie pour maximiser nos bénéfices. La punition est-elle plus efficace que l'éducation pour contenir les comportements négatifs? Bien évidemment que non. L'éducation, c'est la meilleure chose qui existe. Hein. L'éducation est surtout le savoir, parce que on peut forcer quelqu'un à apprendre par cœur plein de textes et, et, et ne lui donner aucun exemple et faire en sorte juste de lui dire oui, par exemple, il y a le philosophe, il a dit oui, je sais pas quoi, le philosophe a dit oui, le philosophe a dit, et lui quand il voit les choses, il y a de mauvaises choses, il y a des gens qui volent, il y a des gens qui tuent, etc. Donc voilà, il va se dire, le philosophe, il fait que de parler. Donc aussi des actions, je pense. Donc pas juste l'éducation, le savoir, la sagesse, les actions, la discipline aussi, parce que il faut savoir se contrôler, il faut savoir être maître de ses pensées, etc. L'existence du mal remet-elle en cause l'idée de progrès moral de l'humanité? Je vois pas pourquoi. Il y a toujours eu du mal, hein. Que ce soit progrès ou pas progrès, hein, il y aura du mal, il y aura du mal, c'est dans la nature humaine. Un monde sans règles, ni sanctions révélerait-il la vraie nature de l'homme? J'ai envie de dire, dans un monde sans règles ni sanctions, on ferait rien. Hein. Il y aura pas de progrès, il y aura pas, personne n'avancera. On fera que de se tuer. Oh, je suis jaloux. Il y aura des filles qui iront, ou des garçons, bien évidemment, qui iront flirter avec d'autres. Ensuite, il y aura de la jalousie et tout le monde va s'entretuer. Et voilà. Et ceux qui, par exemple, et surtout la jalousie. Parce que imaginez quelqu'un, par exemple, si il y a quelqu'un, il dit oui, alors il réfléchit, il dit oui, le soleil, il tourne, la Terre tourne autour du soleil. Et l'autre, il le regarde, il lui fait quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, il est mort. Voilà, pas de progrès. Donc voilà, je pense qu'un monde sans règles ni sanctions ne parle, on pourrait même pas parler de nature humaine parce que on saurait même pas ce que c'est que la nature. Il y aurait que des gens qui s'entretueraient et qui feraient des bébés. Voilà, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Et pour moi en tout cas, ça l'a été.